Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics du reconfinement, puisque on se retrouve là, especially pour ces back issues du reconfinement. Donc le principe maintenant, je pense que vous commencez à être familier. En même temps, c'était pas non plus le truc le plus difficile à comprendre. Donc chaque jour du reconfinement, on revient dans un petit format court pour vous présenter une BD, du comics, de la BD. On va peut-être même parler d'autres choses de temps à autre. Pour ce jour 5 déjà du reconfinement, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Corentin, mon tribunion de toujours, Hey. avec qui on a fait First Print. Donc voilà, ça fait plaisir de t'avoir. Je veux dire, Bah c'est oui, pas comme si pareillement, tu moi, étais du coup. souvent là. Oui, c'est vrai. Mais là, je suis plus là, du coup, physiquement. C'est vrai que on fait effectivement ce podcast à distance puisque nous respectons les mesures qui visent à limiter nos déplacements. Donc pour l'instant, on ne se déplace pas et donc restez chez vous, sauf pour aller chercher peut-être des comics que vous aurez commandés chez votre libraire en click and collect après l'écoute de ce podcast. On ne sait pas, tout peut arriver. C'est ça qui est génial avec First Print. Corentin, aujourd'hui, tu vas nous parler de Black Hammer, de Jeff Lemire et Dean Armstrong. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quelque part, on est un petit peu comme la dernière fois dans le thème de la déconstruction des héros classiques. Encore que ce soit pas forcément aussi déprimé, j'allais dire, c'est pas exactement le bon terme. Il s'agirait plutôt ici d'une métafiction, on va dire. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est listé sur Wikipédia, comme ça tout est bien fichu. Où Jeff Lemire va créer un petit peu son Lost. Tu vois, comme la série de Damon Lindelof et J.J. Abrams et Brian Kevogan, pardon. C'est vraiment un petit peu ce principe-là de high concept et de mystery box, donc des trucs qui ont fait un petit peu les grands jours de la télévision de network dans les années 2000. Là, il s'agit en fait de faire, on va dire, une sorte de ferme dans un monde parallèle dans laquelle les super-héros d'une ville fictive qui s'inspire beaucoup de l'historique de l'essai comics et Marvel ont été enfermés. Ouais, de Metropolis, de New York, Voilà. c'est la grande ville où les blockbusters se passent. Tout à fait. Alors du coup, on a une poignée de personnages qui évoquent tous plus ou moins des créations qu'on a déjà vues auparavant. On a un référent évident à... alors on va dire Captain America, ce serait plutôt Doc Savage. On a une petite Shazam, on a une Madame Xanadu, on va dire, comment s'appelle-t-elle déjà, une Zatanna, on va dire, et une sorte aussi de Elvira, qui était en comics du coup une sorte de Crypt Keeper pour la bande dessinée d'horreur. On a une créature qui rappelle plutôt le Manhunter, enfin le Martian Manhunter, qui est tout aussi martien en fait. Et on a un personnage qui lui pour le coup rappelle plutôt le voyageur astral, le voyageur spatial, qu'est généralement Adam Strange dans la BD de DC. Donc cette équipe de personnages qui vient de différents horizons des comics traditionnels se retrouve un petit peu contre son gré, piégé, après avoir affronté un être tout-puissant, le Anti-God, qui est une sorte de croisement entre Thanos, l'Anti-Monitor, Darkseid, dans la crise ultime qui a coûté la vie au personnage de Black Hammer, qui est donc le super-héros, un petit peu le Thor, on va dire, de cet univers-là, mais on pourrait aussi dire le Steel, puisque c'est un personnage noir avec un marteau. D'ailleurs, ce nom de Black Hammer, je l'ai appris assez récemment, en fait, est une référence à un bouquin complotiste raciste qui date de 1967 et qui en fait expliquait que la marche des droits civiques aux États-Unis était une sorte de stratégie du Parti communiste pour prendre le contrôle de la liberté d'expression aux États-Unis. Donc déjà à l'époque, il y avait des théories du complot vis-à-vis des mouvements libertaires en Amérique. Bon là, il se trouve qu'effectivement, c'est une façon pour Jeff Lemire de détourner ça en faisant de ce personnage-là le premier vrai super-héros de l'historique de son monde. Et il se trouve que celui-là est noir, donc ça tombe bien, ça colle avec ce que Lemire essaye de dire et de faire. Et après, on rentre dans une stratégie qui est beaucoup plus conventionnelle. Là encore, je vais vous épargner le comparatif à Watchmen, mais il s'agit de poser des questions sur l'historique des super-héros, l'historique des comics, l'historique de la fiction pour enfants aux États-Unis. Donc la plupart de ces personnages qu'on a tendance à connaître du coup se retrouvent vachement inversés par rapport à d'habitude. Exemple pour le coup le Martian Manhunter de cet univers là qui s'appelle Mars, donc c'est vraiment, enfin Mars, donc c'est vraiment le John Jones mais à l'envers pour la petite blague méta. Mais il se trouve que c'est un personnage gay par exemple et qui lui en fait dans la façon dont il s'est infiltré aux États-Unis
parce que du coup le Martian Manhunter, le vrai, peut prendre une apparence humaine, bah, lui se faisait passer pour un flic, et un flic était amoureux de son partenaire de travail, et forcément bah, ça permet aussi à l'émir de parler un petit peu de ça, de parler de l'homophobie aux États-Unis, de parler comment dirais-je, le côté un peu shapeshifter du martien. Et puis, bah, quelque part, de mettre plus de densité dans un personnage qui est quand même assez... Enfin, je vais pas me faire engueuler par les fans de John Jones, mais c'est quand même un personnage qui, voilà, va un peu plus loin dans ce coup-ci. Le Ape Slam, du coup, lui, c'est tout ce qui est héros un petit peu justicier, sans pouvoir, de New York, de l'ère pulp. Donc lui, bah, c'est le vieux soldat, le vieux Captain America, le vieux héros de Brooklyn, bon sous tout rapport, et qui pour le coup va être très heureux dans sa petite ferme parce que ça correspond à un mode de vie qu'il aime bien. Comme Superman, c'est un mec qui n'est pas opposé à l'idée de vivre une petite vie tranquille de fermier, hein, tout simplement. Vous avez aussi donc tu vas peut-être te m'aider parce que je ne me souviens pas du personnage du nom du personnage de la petite Shazamette. Je vais te retrouver ça, mais vas-y, continue. Mais elle, pour le coup, c'est l'inverse, au sens où, en général, Shazam, c'est un enfant qui devient un adulte en criant le nom Shazam. Elle, en criant Zafram, elle devient une enfant. C'est-à-dire que du coup, bah, c'est une femme qui vieillit, qui a une vie d'adulte, qui devient de plus en plus âgée, etc. Et puis un jour, pendant le combat contre l'Antigode, elle crie Zafram, elle se retrouve dans son corps d'enfant, donc son corps de super-héroïne infantile. Et puis, une fois qu'arrivée dans la ferme, elle est bloquée dans ce corps-là. Du coup, bah, c'est une petite fille de 10 ans qui a des besoins, des envies d'adulte. Donc, une petite fille de 10 ans qui fume, qui a envie de niquer. Voilà, donc c'est assez... c'est toujours cette espèce de détournement assez rigolo. De la même façon que donc, le colonel Weird, qui est donc Adam Strange dans cet univers-là. À travers le voyage spatial, il a un peu perdu la raison. Et en fait, on voit petit à petit se poser des figures très communes de la famille dysfonctionnelle américaine. C'est-à-dire que vous avez l'ado rebelle, vous avez le grand-père Alzheimer, vous avez le père un peu dépassé par le gap générationnel, vous avez le fils ou le frère gay qui du coup dans la famille très, très, très traditionnelle a du mal à s'intégrer, etc. Donc en fait ça parle en fait de ce que Jeff Lemire adore faire, c'est l'esprit familial, le chaos familial, la déprime familiale. De la même façon du coup Madame Dragonfly, donc qui est la sorcière, est un peu mise à l'écart du truc parce que ses mœurs se dérangent un petit peu. Donc c'est vraiment une saga familiale en fait très classique qu'on verrait dans les films d'auteur de Sundance ou quoi, mais vu par le prisme des super-héros, et ça permet du coup à Lemire d'aller chercher dans l'histoire éditoriale des personnages pour poser un regard un peu différent dessus, un peu décalé dessus. C'est effectivement assez triste, c'est assez déprimé, c'est assez morose en fait comme ambiance, mais c'est génial. C'est-à-dire que c'est une BD qui vous fait aimer en fait la BD, qui vous fait aimer les super-héros et qui vous permet de poser un regard d'adulte en fait sur le truc avec lequel vous avez grandi, que vous avez découvert quand vous étiez gosse. C'est ça, c'est-à-dire qu'en explorant un petit peu les différentes thématiques et aussi en faisant un peu ce sort de miroir sur le passé de tout ce qu'a été le super-héros, tu te rends compte en fait pourquoi tu kiffes tellement ça, et c'est aussi un petit peu ce que Jeff Lemire a fait. Et du coup, juste entre parenthèses, Gail Gibbons, du coup c'est son nom à la jeune Shazamette là, Golden Gail de son surnom. Et moi ce qui me fait marrer, c'est juste quand même que dans le côté petite fille qui a des besoins d'adulte, c'est vachement repris aussi de Monster Girl dans Invincible de Robert Kirkman, quoi. Oui, tout à fait. Il y a plein d'idées ne sont pas nouvelles. De toute façon, Jeff Lemire n'a pas cherché à faire des trucs totalement inédits. Là encore, le fait d'avoir une sorte de Captain America-like qui, pour le coup, aime bien passer la tondeuse. C'est un truc que Mark Waid avait déjà fait dans Kingdom Come, etc. Ouais. Donc, il y a des référents qu'on retrouve très facilement, et même c'est un petit jeu de piste pour essayer de comprendre un petit peu les différentes écoles de BD que lui va mettre dedans. Et l'univers de Black Hammer, au-delà de cette histoire un petit peu effectivement comme je le disais high concept, ce côté c'est pas une île comme Lost, c'est une ferme avec une petite ville rurale à côté dont ils ne peuvent s'échapper, ils se demandent pourquoi ils sont là, comment ils sont là, etc. Il y a aussi du coup tout un univers qui s'est développé à partir de ça, avec une vraie continuité, une vraie arborescence de séries, de projets. Vous en avez un notamment Dr. Light qui est une sorte de très bel hommage au Starman de James Robinson. Vous avez aussi donc Sherlock Frankenstein qui pour le coup va plus chercher du côté un peu barjo, un peu Silver Age des super méchants, un peu à la croisée des genres entre ce qu'a pu faire Moore sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et aussi un petit peu avec la Umbrella Academy. Vous avez du coup maintenant plein de séries sur les personnages en question, donc comme Barbalien par exemple qui actuellement a le droit à sa propre série pour revenir un petit peu sur l'origine donc de ce martien là, qui devait se lancer d'ailleurs pendant le mois des fiertés,
au départ, mais bon, qui a dû être repoussé suite Ouais. à la pandémie, hein, tout bêtement. Le Colonel Weird aussi, qui du coup a droit à sa propre série, Cosmagog, qui était complètement taré. Et à côté, il y a des petits hommages à l'histoire éditoriale des comics aux États-Unis. Donc vous avez Black Hammer 45, avec Jeff Lemire et Ray Fox, pardon. C'est Ray Fox qui écrit et c'est Matt Keane qui dessine, avec du coup le premier escadron de troopers un petit peu inspiré par le Black Hammer pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont donc des petits aviateurs noirs qui combattent les nazis. Ce qui est du coup aussi un hommage aux BD militaires, aux BD d'aviation pendant la guerre. Vous avez The Quantum Edge qui imagine le futur. Vous avez Skull Digger, Skeleton Boy, dont vous avez déjà parlé, qui fusionne un petit peu Batman et le Punisher dans un récit justement qui interroge la relation Batman-Robin. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, mais grosso modo, voilà, Ouais, c'est vraiment un ouais. univers en mouvement qui évoque plein de figures connues ou de moments connus de l'histoire de la bande dessinée, avec toujours un propos un peu curieux, un peu perplexe, un peu ou même fasciné par moments. Genre Black Hammer 45, c'est assez mignon, tu vois, contrairement à ce que le sujet pourrait laisser penser. Il y a aussi Cthulhuise aussi, d'ailleurs que j'ai pas évoqué, qui est alors pour le coup qui est vraiment une pièce rapportée en fait, Ouais, que c'est Jeff un Lemire petit voulait one faire shot et avec de toute Emily façon Lennox. il est compris dans le tome 4 de Black Hammer pour la VF en tout cas. Voilà, où il s'agit grosso modo de suivre une journée de classe normale d'une enfant qui serait l'enfant de Cthulhu, enfin d'un monstre Lovecraftien tout à fait standard, alors qu'elle est trop mignonne, elle a des petites couettes avec ses tentacules. Donc c'est toujours assez marrant, il y a toujours ce côté un petit peu Tim Burtonien chez Jeff Lemire de mettre à la fois du grinçant et du conte pour enfants qui aura mal tourné, avec des trucs un peu plus sympathiques, un peu plus humains, un peu plus chaleureux. Donc le résultat est assez fascinant, enfin c'est vraiment un équilibre dingue, moi, que je trouve qu'il arrive à créer avec Black Hammer, de toujours être à la fois entre le rire et les larmes, entre l'hommage très ludique à la BD et un truc très profond, très humain, très familial qui a l'air de le fasciner et de le transcender vraiment. Bon bah voilà, après voilà, ça a gagné la pelletée d'Eisner Awards qui vont bien, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous le c'est vendre clair. au demeurant, mais il y a beaucoup de tomes qui sont arrivés en VF chez Urban Comics, donc moi je vous les conseillerais tous très honnêtement. Et limite, si justement vous avez pas envie de coller à ce côté un petit peu délire familial, etc., Skull Digger et Skeleton Boy par exemple, si vous aimez Batman, bah c'est à lire. Si vous aimez par exemple le Mister Miracle de Tom King, il faudra aussi s'attaquer à Cosmagog sur le Colonel Weird. Enfin il y a plein vraiment de trucs qui sont perméable pour se faire déjà un début de culture super-héros, mais à l'inverse, si vous aimez certains super-héros ou certaines lectures du super-héros, vous pouvez passer par une série plutôt qu'une autre. Donc c'est vraiment bien foutu, c'est aussi prévu pour être adapté, comme pour Jupiter's Legacy. Et bon là j'ai un peu plus peur parce que c'est vrai que le trait de Dean Armstrong est assez particulier. C'est vraiment un maître du dessin qui a un style unique, magnifique, à la fois entre Matt Keane et Mignola. Enfin c'est vraiment assez merveilleux ce qu'il a réussi à créer. Donc moi pour l'instant je vous dirais lisez les BD, n'attendez pas que le film sorte pour vous y mettre. C'est de la grosse frappe. Voilà. Ok, bah écoute, très bien. Et comme on vous le disait, donc effectivement, il y a pas mal de tomes disponibles en VF chez Urban Comics, hein. Donc les différents tomes seront dans la description du podcast sur Ocha. Et si vous commandez par l'un de ces liens, bah, ça permet de soutenir notre partenaire Comic Zone. Et nous, ça nous aide un tout petit peu aussi. Donc voilà, il y a 4 tomes de la série principale Black Hammer chez Urban. Le premier est à 17,50 €. Et en termes de spin-off, vous pouvez aussi retrouver Sherlock Frankenstein et la Ligue du Mal d'un côté et Dr Star de l'autre. En tout cas, voilà, Black Hammer, c'est de la bonne frappe. Ça mériterait même qu'on en fasse un autre podcast où on ira approfondir en long et en large les thématiques des séries principales et des spin-offs, mais ce sera pour un petit peu plus tard. En attendant, on espère que vous en profiterez peut-être pour découvrir ces comics. Corentin, je te remercie pour ce conseil. On espère que les back issues du reconfinement, ça vous plaît, que ça vous permet un petit peu de vous changer les idées. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. Et je vous dis à très très bientôt pour le prochain back issues du reconfinement. Salut! Salut!